Bonjour, nous recevons aujourd'hui Lucie Taïeb. Lucie Taïeb, vous êtes écrivaine et traductrice, maîtresse de conférences à l'Université de Bretagne occidentale en études germaniques et en lettres allemandes. Vous êtes autrice de recueils de poésie et de plusieurs romans. Aujourd'hui, je vous reçois pour un livre exceptionnel, un livre qui m'a beaucoup travaillé et qui a provoqué en moi de fortes réflexions philosophiques et politiques. Ce livre, Fresh Kills, du nom d'une décharge, l'une des plus importantes du monde, dans le sud de New York, à Staten Island plus précisément, se situe entre l'essai, le témoignage et, je dirais peut-être, une certaine pensée engagée. S'il traite de notre rapport aux déchets et de tout ce qui se joue au cœur de ce rapport complexe, il engage aussi très remarquablement la question de la mémoire, c'est-à-dire la question de notre mémoire historique, ainsi que des possibilités de notre avenir, si l'avenir est envisageable, j'ai envie de dire. Votre livre commence d'ailleurs à Berlin, où vous faites des recherches dans des archives sur les dossiers de demande d'indemnisation de familles juives spoliées durant la Seconde Guerre mondiale, et vous marquez, au tout début du livre, une sorte de passage, de bifurcation ou de déplacement. En effet, dans ce livre, vous rappelez comment vous passez de l'étude des spoliations durant la Seconde Guerre mondiale à une question écologique capitale, évidemment, aujourd'hui, celle des déchets. Vous vous demandez même s'il existe un rapport entre ces deux trajectoires, entre Berlin et New York et Staten Island. Évidemment, le lecteur averti verra un rapport, la mémoire, la possibilité ou pas de reconstituer un avenir, les traces du passé qui reviennent hanter le présent et peut-être abîmer l'avenir. Mais ma première question se situerait, pour ainsi dire, aux confins de ce rapport, à savoir qu'est-ce qui entretient et anime ce que vous appelez notre aveuglement collectif et quasi volontaire face à l'alarmante quantité de déchets que notre humanité ne cesse de produire. Alors, c'est effectivement, en plus quand vous parlez d'aveuglement collectif, c'est effectivement le lien que je pense, un des liens qu'on peut faire aussi dans mes deux sujets de recherche, puisque j'évoque aussi dans cette introduction le livre de Gordon Horwitz, Mauthausen, Ville d'Autriche, qui parle non pas du camp de Mauthausen, mais de la vie quasi normale qui s'y déroulait juste à côté. J'ai aussi travaillé sur la dictature argentine et il y a des récits très similaires, très proches de camps de torture qui se trouvaient dans Buenos Aires et des voisins qui ne savaient rien ou qui pensaient ne rien savoir. Et c'est tout ce doute-là, aussi de la manière dont on se raconte à soi-même, l'histoire de ce qui est en train de se passer entre nous, qui m'intéresse en fait. Et j'ai vraiment eu l'impression très, très sincèrement de changer complètement de sujet, puisque de fait, je suis sur des questions qui sont plutôt maintenant des questions écologiques, des questions qui traitent de notre rapport à l'environnement, des questions de déchets, donc il y a aussi une forte dimension de comportement social, et c'est aussi des questions qui sont étudiées par les sciences sociales, donc quelque chose qui était beaucoup plus ancré. Mais je pense que ce qui m'intéressait effectivement, c'est bien ça, c'est comment est-ce qu'on peut produire individuellement et surtout collectivement autant de déchets sans jamais se poser vraiment la question de savoir où ils vont, dans cette illusion que du seuil magique, et ça après, je l'ai lu après, ça a été étudié de fait par des sociologues, mais la poubelle fonctionne vraiment comme un seuil magique. Enfin, il y a plusieurs seuils, la poubelle ça disparaît, le seuil de la maison, vraiment ça n'existe plus. Et quand, en lisant un livre de Don DeLillo, Outre-monde, qui parle de cette décharge de Fresh Kills, qui parle de cette invisibilisation, qui parle aussi des choses invisibles qui sont juste sous notre nez,
je suis tombée sur cette question des déchets. Il y a une espèce de fascination, oui, au départ, qui s'est emparée de moi. Est-ce que l'humanité s'illusionne en faisant disparaître ces déchets? C'est-à-dire un peu comme si nous évoluions toujours dans un monde propre. Est-ce que quelque chose que vous travaillez beaucoup dans ce livre? Disons que cette illusion est construite. Après, la part d'intentionnalité, c'est quelque chose de toujours un peu compliqué, sans doute à démêler. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la gestion des villes est faite pour que le moins d'attention possible soit portée aux déchets. Et pour maintenir de fait aussi cette illusion de la ville propre, il y a une étude qui s'appelle Hidden Mountains, je cite le titre, vraiment, si ça vous intéresse, vous la retrouverez. C'est une étude anthropologique. C'est une étude anthropologique que je cite aussi, oui. Hidden Mountains, qui justement essaie de comprendre quel est le rapport des gens à leurs déchets, et où il y a vraiment cette idée que le mieux qu'on puisse faire, de toute façon, c'est de trier. On règle un peu le problème en triant, mais le fait est que rien ne disparaît de toute façon. Le problème se règle quand le déchet n'est pas produit. Oui. Et le fait que le déchet soit produit et que d'une certaine manière nos maisons ou nos ménages ne soient qu'un lieu de transition, par exemple pour la barquette que vous ramenez chez vous, dans laquelle vous mangez, que vous allez jeter, c'est aussi lié, en fait c'est une question purement économique. C'est qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, le packaging, c'est peut-être pas mal, en fait. C'est aussi l'ère du jetable. Et il y a des analyses, là, plutôt donc, de nature historique, sur le fait que quand on a proposé au début aux ouvriers qui partaient le matin avec leur petite timbale de se mettre à boire dans des plastiques, dans des gobelets en plastique, ils étaient furieux. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous nous donnez? On va pas, c'est de la cochonnerie, on va pas boire dans quelque chose qu'on peut jeter. On veut nos vrais gobelets, dans une vraie matière qui se conserve. Donc il a aussi fallu travailler les consciences pour faire accepter ça. Qu'est-ce qui se joue, d'après vous, dans le devenir parc de cette énorme décharge la plus grande du monde, vous dites à un moment donné, j'imagine qu'aujourd'hui, dans l'hémisphère sud, il doit y avoir des plus grandes, mais qu'est-ce qui se joue pour vous dans ce devenir parc? En fait, ça se joue à plusieurs niveaux, et c'est aussi le plaisir, j'allais dire, que j'ai pris à travailler sur ce sujet, qui pourtant n'est pas très attirant au premier abord, enfin, se dire les déchets, et passer plusieurs années à travailler là-dessus, on se dit tiens, quel drôle de penchant. Mais de fait, ce qui m'intéressait, c'était qu'on puisse dire, alors que la décharge a été ouverte pendant plus de 50 ans, maintenant elle va devenir un parc. Et quand moi j'ai appris ça depuis Paris, c'est-à-dire sans être allée à New York, je me suis dit c'est tellement énorme. Personne ne va y croire, enfin, même si c'est vrai, personne ne va y croire. Ça ne marche pas, comme une espèce d'énorme bobard que personne ne va acheter, qui ne va pas pouvoir passer. Et puis aussi, il y avait l'idée que l'invisibilisation est redoublée, c'est-à-dire que les déchets, on ne les voit pas, on n'y fait pas attention, et ensuite, une fois que la décharge ne peut plus fonctionner, elle ferme, on la recouvre et c'est un parc. Ouais. Donc, il y avait ce scepticisme, cette incrédulité. Mais en allant sur place, je vois bien que ce qui se joue là, c'est d'abord et en premier lieu peut-être le fait que des personnes qui, sur au moins 2 générations, ont vécu à côté d'une décharge, vont bientôt vivre à côté d'un immense parc. Ouais. Et qu'il y a toute une ingénierie, toute une science vraiment du déchet qui rend ça possible, qui rend une espèce de retour de la nature possible, et qu'on ne peut pas jeter bébé avec l'eau du bain sous prétexte que c'est un simulacre. Le réel est très fort à cet endroit-là. Et après, la question pour moi qui se posait, c'est plutôt la question de comment cette histoire est racontée, comment elle va être racontée, et comment elle va être transmise. Et c'est là que quelque chose se joue. Toute une culture du marketing et du management. Ça, absolument. Tout un langage du management qui est mis en œuvre pour
à la fois, en fait, pas pour effacer la décharge, parce que c'est pas possible, ça a été trop marquant dans à la Staten mise en Island, œuvre de la disparition. mais dans la mise en œuvre de la disparition et pour raconter une histoire de rédemption. Oui, c'est ce Et dans l'histoire de rédemption, on a besoin qu'à ce moment donné, ça se passe très très mal pour pouvoir dire mais on l'a fait, on est passé de l'autre côté. Alors, je voudrais vraiment qu'on en parle un petit peu. Oui. Évidemment, ça m'a beaucoup intéressé. Je vais peut-être aussi lire quelques passages qui sont très riches et très beaux aussi. Vous utilisez au cours de votre démonstration le vocabulaire de la théologie. Oui. Je pense qu'à un moment donné, vous dites même messianisme. Oui. Donc, Absolument. je cite là rapidement, mais je vais lire des passages, la page 76, page 126. Tout se répare et tout s'efface, la terre blessée est résiliente. Je voudrais vraiment vous demander qu'est-ce que vous suggérez par là dans notre rapport à la mémoire, dans cette théologie, cette idéal de rédemption. Mais rapidement, peut-être, je vais quand même lire deux passages, si vous le voulez bien. Tout se répare désormais, comme je viens de lire, et c'est là la seule consolation à tout le mal que l'on connaît. La terre blessée est infiniment résiliente, et la mémoire, plastique. La honte et la flétrissure s'effacent. Il suffit d'un peu de patience et un beau jour, tout devient vrai. Bon, on pourrait parler très longuement de ce terme-là, j'aime beaucoup ça, je dois dire. Les oiseaux, les poissons, la végétation, la terre même, les seuls qui gardent à leur insu la marque de ce qui a eu lieu, ce sont les gens. Tout se répare et tout s'efface, pourtant rien ne disparaît. Il y a cette part en nous impitoyable qui se souvient. Donc voilà, je voudrais vous demander sur ce langage-là théologique. C'est vraiment comme ça que j'ai lu, moi, le discours. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai entendu comme arrière-fond de ce discours de promotion, un discours managérial dans le... Plus nous sommes aux États-Unis. On est aux États-Unis. L'association qui est chargée de cette restauration s'appelle l'Alliance. Donc c'est Recycle the Land, mais aussi Reveal the Future, c'est ce que j'ai entendu en fait. Après, j'avais peut-être moi aussi un tropisme parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis aussi intéressée à ces questions de messianisme. Mais là, il me semblait qu'il y avait quand même une figure assez identifiable qui était aussi une manière de convoquer le religieux sans le dire exactement. Et la question, c'est finalement bien celle de la vérité de l'histoire qu'on raconte ici. Je vais quand même lire un autre passage, si vous voulez bien, parce que là, c'est très frappant. À Fresh Kills, l'éternel recommencement est en œuvre. Rien n'est jamais définitif, aucun échec, aucune erreur. Tout peut toujours repartir. Bon. Il reste toujours partout un reliquat de valeur qui peut être réalisé, qui permet de recréer du neuf à partir du rebut. Tout se recycle, même la terre, et l'avenir nous réserve des surprises éclatantes que nous n'aurions jamais soupçonnées. Tout se rachète, tout se rédime. Une terre dévastée redevient nature sous l'effet conjugué de la technologie et du marketing. Oui. Et en vous écoutant, vous voyez, je m'en suis pas aperçue, mais je reprends moi-même cette terminologie du « re » avec tout ce... Là, c'était pas volontaire de fait, mais c'est aussi... je sais que dans ces passages, c'était avec une ironie que je voulais quand même un peu subtile, rejouer ce langage-là pour essayer aussi de montrer sa vacuité, en le forçant un peu, en forçant un peu le trait, montrer qu'il y avait là une espèce de désir de nier la nuisance qui n'était pas quelque chose, en tout cas, auquel on ne pouvait pas accorder complètement foi. Vous achevez, ou presque, votre livre en disant que, je vous cite, « Toute question écologique doit être travaillée par une autre conception de la justice. » Que voulez-vous dire par là ? Ce que je veux dire par là, alors là, en deux mots, c'est qu'évidemment, on est responsable de
la terre, de la nature, de l'environnement, mais que ces questions écologiques, ce n'est pas seulement la nuisance qui est faite à une altérité que serait la nature ou l'environnement, c'est aussi les nuisances qui sont supportées par des gens, tout simplement, qui vivent dans des zones toxiques, qui vivent dans ce qu'on appelle des zones sacrifiées, et qui a une vraie question de justice environnementale. Qu'est-ce qui explique que nous, on puisse vivre, jouir d'une ville propre, d'un air respirable, et que d'autres aient de génération en génération des cancers qui se transmettent parce qu'ils vivent dans un environnement toxique. C'est ça, en fait. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Merci. Merci.